et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Robert. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Avec grand plaisir. Ouais. Surtout puisque tu m'as été recommandé par Simon Baruet-Belou, qui est un grand ami. Oui, c'est grâce à lui qu'on peut faire ça maintenant. C'est exactement. Top. Super. Pour commencer, c'est quoi ta définition de la performance ? Moi, pas la performance pour moi, c'est pour n'importe quel individu, que ce soit le très haut niveau ou à un niveau moindre, d'arriver à optimiser ses qualités personnelles. Ça veut dire dans les différentes filières qui vont correspondre à chaque activité, que ce soit un coureur de demi-fond, un marathonien, un rugbyman, un golfeur, peu importe. Mais pour moi, le gars est dans la performance à partir du moment où il a tout mis de son côté. Et dans beaucoup de cas, et surtout dans le milieu professionnel, on trouve des individus qui sont pas dans la performance, justement, mais qui sont devenus des salariés avec les travers du salarié, non pas du passionné et du gars qui veut réussir à un très haut niveau, ce qui demande de gros sacrifices. Top. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, ta carrière d'athlète, les JO, tout ça? Bon, alors moi au départ, je suis kiné préparateur physique. Le sport a toujours été ma passion. Bon, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai commencé par beaucoup de sports, hand, foot, comme beaucoup de gamins. Et après, j'ai bifurqué sur l'athlétisme où j'ai eu la chance d'avoir sûrement quelques qualités qui m'ont permis d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques où on fait 4e ou 4x4 à Moscou. Mais c'est vieux puisque c'était en 1980. Et c'est sûrement par cette passion du sport que toute ma carrière professionnelle a été orientée par cette soif de compétition, de continuer à vivre dans la compétition à travers les autres. Et voilà, donc mais que ce soit aussi bien en kiné ou en prépa physique, j'ai toujours essayé de rechercher le haut niveau. Et ta carrière dans le rugby, en tant que kiné et prépa physique, t'es passé par quel club ? Alors j'ai ouvert un cabinet de kinésithérapie à Bourgoin en 80, ouais. Et comme je souhaitais avoir une clientèle sportive, j'ai commencé à faire de la prépa physique dans des petits clubs autour de Bourgoin, dans le foot. Ça me permettait de recruter pour mon cabinet de kiné. Et ça, c'était une passion. Et en plus, à l'époque, le métier de préparateur physique n'existait pas. C'était uniquement des profs de gym qui faisaient un peu de prépa physique certains, et puis d'autres qui avaient même pas envie de s'investir, mais c'était le terme même de préparateur physique n'existait pas. Okay. Donc moi, ma formation, elle s'est faite sur le terrain, à travers ce que j'avais fait moi en tant qu'athlète, puisque en fin de carrière, je gérais mes programmes d'entraînement, j'avais lu tout ce qui avait pu être écrit et tout, et je prenais beaucoup de plaisir à me préparer moi-même. Top. Et en termes de rugby, alors en rugby, donc j'ouvre un cabinet de kiné en 80 et au bout de 3 ans, pratiquement tous les joueurs de rugby de Bourgoin venaient à mon cabinet. Et là, le président René Berchemin est venu me demander si je voulais venir comme kiné. Et donc j'ai attaqué pendant 10 ans comme kiné thérapeute au club de rugby de Bourgoin-Jallieu en amateur, puisqu'à l'époque, il y avait pas on payait même pour monter dans le bus pour participer. C'était vraiment une passion et j'ai suivi pendant 10 ans comme kiné, puisqu'à l'époque, le rugby voulait pas entendre parler de prépa physique. Ouais. C'était encore l'époque où il y avait un entraînement du lundi qui était souvent sauté parce qu'il y avait un peu de course à pied. Il y avait un entraînement le jeudi, un bon repas bien arrosé le jeudi soir et un match le dimanche. On était, j'appelais ça un art de vivre et non pas un sport. Ouais. Et après Bourgoin, alors là, déjà à Bourgoin, il y a eu une transition. Quand Michel Couturas est arrivé en 93, j'avais arrêté pour X raisons, parce que j'avais pas envie de bosser avec un certain entraîneur, donc j'avais préféré arrêter.
Et derrière, Michel Couturas, sous l'influence de Gilles Cassagne et quelques autres membres de l'équipe de rugby, est venu me rechercher. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé réellement à faire de la kiné et de la prépa physique dans le rugby. Et donc après, j'ai fait de 80 jusqu'à 2002 à Bourgoin, mais là, en cumulant les deux casquettes. À la fin, même, je ne faisais plus que 6 heures dans mon cabinet. Tout le reste, je le consacrais au CSBJ. Et en 2002, j'ai été recruté par Pierre-Yves Revol, le président de Castres, qui m'a permis il m'a demandé un jour, il faudra te décider si tu veux rester toute ta vie à Bourgoin ou si tu veux changer. Et donc, à ce moment-là, je signe à Castres pour 3 ans. Et après, tout s'est enchaîné au fil des inimitiés des fois ou des conflits avec les entraîneurs, parce que c'est quand même un milieu très spécial, et ce qui fait que très souvent, au bout de 3 ans ou 2 ans, où on accepte d'avaler certaines couleuvres, comme je dis, ou alors il vaut mieux partir parce qu'il y a des divergences et qui n'étaient pas faciles à gérer. Donc c'est pour ça qu'après j'enchaîne Castres, Agen, Lyon, Castres, Tarbes et Toulouse. Ok, top. Et après le vélo ? Le vélo, c'est un moment après mon deuxième passage à Castres, avant de re-signer à Tarbes, j'ai eu une période d'1 an où j'avais pas eu de contact, comme j'ai jamais eu d'agent, donc c'était uniquement du bouche à oreille ou par relation. J'ai eu une période un peu off. C'est à l'époque où je commençais à jouer au golf, donc c'était une passion aussi. Et donc j'ai fait des piges chez les B-Box à l'époque, l'équipe de Thomas Vauclair, et qui a été pour moi une très belle expérience de voir réellement des sportifs qui vont très loin dans leur retranchement. Et quand tout le monde parle du dopage dans le vélo, c'est vrai qu'il y a sûrement eu du dopage, mais quand on voit les doses de travail, ce qu'ils supportent, ce qu'ils endurent et ce qu'ils acceptent, on peut comprendre qu'à un moment, il y a du dopage. Parce que quand on parlait de performance en début de l'émission, eux, ils sont tous pratiquement dans la performance à l'extrême. Et le golf, comment t'y es arrivé et qu'est-ce que tu trouves ? Le golf, parce que Nico Raffo, un 3/4 centre de Castres, un jour, comme j'étais prépa physique à mon deuxième passage à Castres, j'avais un peu plus de temps de libre que quand t'es kiné. Donc je me suis retrouvé à aller taper des balles avec Nico. Et puis comme le golf, on accroche ou on n'accroche pas. Et là, j'ai tapé 1 ou 2 balles qui m'ont plu. Et c'est devenu une véritable passion. Et puis j'en suis ravi parce que il y a beaucoup de sports qu'on a pu pratiquer, et en vieillissant, la notion de compétition disparaît, alors qu'au golf, on peut continuer à faire de la compétition même à un âge très avancé. Okay. Là, je viens de passer 2 jours avec Alex Gonzalez, 3 Jeux Olympiques en demi-fond, et qui a 72 ans et encore 6 d'index, et qui se permet de s'échauffer avant d'aller jouer. Donc c'est quand même, ça fait partie je pense, des seuls sports où on peut encore faire un peu de compétition sérieusement. Ouais, top. Et la prépa physique à l'ancienne versus la prépa physique moderne, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, la prépa physique à l'ancienne, ça c'est moi qui dis ça parce que j'ai été formé sur le tas et qu'il n'y avait pas toutes les nouvelles technologies. Donc moi, ce que j'appelle la prépa physique à l'ancienne, c'est surtout on peut réussir de très belles choses sans avoir toutes les nouvelles technologies. Et je pense que toutes les recherches qui sont faites actuellement, toutes les nouvelles technologies, sont réservées vraiment à la très haute performance. Ça veut dire au gars qui va préparer les jeux, aux champions de très haut niveau, et pas forcément aux salariés. Parce que justement, je pense que dans le rugby, on n'est pas dans la performance de très haut niveau, contrairement à d'autres sports. Et c'est bien beau d'analyser tout, d'avoir les GPS, les datas, savoir comment les gars ont dormi, d'avoir tout l'éventail des nouvelles techniques, et à côté de ça, de les adapter à des joueurs qui n'ont pas été préfabriqués dans leur jeune âge, entre 12 et 16 ans, où on doit développer certaines filières, parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines filières comme l'aérobie, la motricité, qui peuvent être développées très jeunes. Par exemple, même en musculation, apprendre, si un gamin arrive à 16 ans, qu'il est capable de faire un arraché très propre, de faire tous les mouvements de musculation très propres, on gagne un temps fou. Et toute cette partie-là, pour moi, est chantée. Alors que c'est l'essence, pour moi, de notre métier. Un prépa physique, c'est quelqu'un qui est capable de prendre un gamin de 10 ans, 12 ans. Bon, 12 ans, mettons. Avant, il faut les laisser s'amuser, jouer. Mais moi, actuellement, je prends
exceptionnellement, parce que je travaille plus, donc comme c'est à titre bénévole, je veux pas en prendre trop, mais j'ai quand même quelques très bons jeunes qui ont commencé avec moi à 13 ans et qui seront prêts au moins quand ce sera le moment vers 16-17 ans d'aller à fond dans la musculation, qui sont tellement prêts qu'en 2 ans, on en fera des véritables sportifs. Pour moi, la performance, c'est selon les sports, évidemment. Pour le golf, je vais pas te dire qu'il faut une grosse puissance aérobie, qu'il faut une PMA à 18, ce serait ridicule pour faire 6 kilomètres en 5 heures. Je suis pas idiot quand même. Mais dans chaque sport, dans chaque discipline, il y a des critères qu'il faut respecter. Un rugbyman, on le voit maintenant avec les nouvelles données, avec l'exigence, par exemple, qu'un Fabien Galtier, je pense, qui a fait beaucoup de bien au rugby français, avec toute cette exigence qu'il faut, on ne peut pas se contenter d'avoir des tests qui nous disent il est faible là, il est faible là. Le boulot n'a pas été fait en amont. Ça veut dire que c'est des gamins qui n'ont pas, je pense que pour jouer au très haut niveau en rugby maintenant, il faut pratiquement une PMA minimale à 16 ou 17. Il faut être très fort sur les jambes, il faut être très fort sur le haut du corps et très protégé sur le haut du corps. Il faut aller vite. Donc c'est tout des filières, la vitesse, la technique de course qui devraient être développées en amont, justement. Et là, je trouve que les nouveaux préparateurs physiques ne pensent qu'à ce qui va se passer entre 20 et 25 ans, alors que le gros travail, et on le voit d'ailleurs dans les clubs, puisque dans les clubs, c'est pas chez les jeunes qu'on n'investit pas énormément, ni sur le plan humain, ni sur le plan financier, dans beaucoup de clubs de rugby. Je parle du rugby, puisque c'est là que j'ai travaillé le plus longtemps, et surtout en tant que professionnel, et contrairement au foot, où dès 12, 13, 14 ans, les gamins sont dans des structures beaucoup plus rigoureuses et cadrées. Et tu crois que c'est pas rattrapable? Un joueur de rugby qui a pas été encadré jeune et qui arrive, on va dire, presque sur le tard, mais à 18-20 ans au niveau pro? Mais on peut toujours améliorer la PMA, mais il y a des choses qui sont dures à rattraper. Par exemple, c'est sûr que une grosse capacité aérobie et une grosse PMA pour un joueur de rugby, c'est compliqué. Surtout que on ne peut, pour moi, dans la préparation physique, il y a une phase de développement et une phase de compétition. Et même chez les jeunes, je trouve inadmissible de caler le calendrier des jeunes sur le calendrier des pros, puisqu'il faut, dans cette phase de développement, est complètement incompatible avec un match tous les week-ends. Donc c'est pour cette raison que je pense, et ce que font dans certains clubs de foot, c'est Pierre-Henri Broncan, quelqu'un que j'apprécie énormément dans le rugby, qui m'a donné l'exemple d'un club de foot où il y avait des gamins qui, à tour de rôle, étaient sortis carrément du contexte compétition pour être dans la partie phase de développement. Et ça, hélas, dans le rugby, on en est encore très loin. Et puis, je vais citer l'exemple, par exemple, de quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai eu à Bourgoin, Seb Chabal, qui avait quand même pas une PMA très élevée et qu'on a utilisé comme impact player. Mais il faut savoir que ce garçon, s'il avait entre 12 et 16 ans, on lui avait développé certaines qualités, il aurait été énorme. C'est quelqu'un qui allait très vite, naturellement, qui était très fort au niveau des jambes, mais qui n'a jamais pu rattraper son déficit de foncier. Et dans le développement du jeune sportif, qu'est-ce qu'il faut pour être prêt et à quel âge? Alors là, après, ça va dépendre des sports. Le rugby, par exemple, c'est un sport qui m'intéresse beaucoup parce que c'est pour moi un des sports où la prépa physique est le plus intéressante. Tu as des petits gabarits, des grands gabarits, des gros, des maigres. Tu as des gabarits, on sait, comme des deuxièmes lignes qui arriveront à maturité beaucoup plus tard. On a toutes les filières. Pour moi, c'est les décathloniens d'athlétisme. Ça veut dire que c'est des gars qui doivent être capables de courir quand même longtemps, d'aller vite, d'être forts. Donc, ils ont toutes les filières et c'est ce qui est très intéressant. Contrairement au foot, par exemple, c'est pas négatif. Ce que je veux dire, j'adore le foot, mais c'est des coureurs de 400-800. C'est relativement facile à entraîner et surtout après à un très haut niveau, dans la mesure où les gars jouent tous les 3 ou 4 jours, il y a plus de préparation physique, hein. Quand tu joues tous les 3 jours ou 4 jours, ça veut dire que tout le reste est basé sur la récupération. Et justement, l'apport des nouvelles technologies, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça nous a fait perdre, peut-être? Perdre, je pense pas qu'on peut dire que ça a fait perdre, mais le gros apport pour moi, c'est par exemple d'arriver à faire de la prépa physique dans des conditions d'entraînement. Ça veut dire faire de la prépa physique
intégré. Ça veut dire que on a un entraînement de rugby qui va durer 1 heure ou 1 heure et demie. On sait à la fin, grâce au GPS, grâce à plein de données, quand on les analyse en direct, c'est ce qu'on a pu faire par exemple à Toulouse, quand on avait un garçon comme Saad Drissi qui était très pointu là-dessus, et Simon Baruet-Belou, qui sont à Toulouse, les 2 personnes qui m'ont fait franchir un cap, puisque moi je venais de passer 7 ans à Tarbes en Pro D2 où j'avais aucun moyen dans ces nouvelles technologies, c'était tout basé sur l'ancienne, et on sortait très bien parce que justement il y avait une confiance exceptionnelle avec Pierre Broncan, Philippe Béraud, des entraîneurs qui me faisaient confiance, et on pouvait arriver à avoir des exigences. Alors les nouvelles technologies, c'est certain que les nouvelles technologies, si elles sont bien adaptées, oui. Le problème, c'est qu'au début, on tâtonne. Pendant longtemps, on a dit les GPS, quand on parlait des GPS, on parlait de haute intensité, de ci, ça, et personne ne savait exactement. Regarde, maintenant, on est passé pratiquement on arrive à presque des 50 minutes de temps de jeu, alors qu'au début, on n'était pas parti sur ces bases-là. Mais quand j'entends des prépas physiques qui étaient très renommés me dire que la haute intensité dans le rugby, à partir d'un moment où un joueur dépassait sa puissance maximum aérobie, ça veut dire que s'il avait une PMA à 14, tout ce qui était au-dessus de 14, c'est de la haute intensité. Pour moi, ça c'est ou rien comprendre à la prépa physique, ou alors mal utiliser les données, parce que la haute intensité, elle est calculée pour moi par rapport à la vitesse maximale du joueur. Et toutes ces nouvelles technologies sont bien. Alors maintenant, ça nous permet d'intégrer justement en fin d'entraînement, en disant celui-là a fait dans son entraînement a pas fait les doses, on lui rajoute par exemple tant de courses à haute intensité, on fait tant de courses d'endurance de vitesse pour compenser ce qu'il n'y a pas eu dans l'entraînement et tout ça. Mais il faut tout prendre je veux dire un petit peu avec prudence, parce que on a souvent changé toutes les nomenclatures, alors que ce qu'on appelle maintenant la PMA, la VMA, avant on avait la résistance volume dans les années 80, 76, on parlait de ça. Quand on parle maintenant d'endurance de vitesse, à l'époque, on parlait déjà de résistance intensité, c'était exactement la même chose. Aérobie, on parlait d'endurance, et tout existait plus ou moins déjà. Moi, je me souviens en 97 à Bourgoin avoir fait une séance type d'endurance de vitesse que j'avais piqué sur des données en Nouvelle-Zélande où un 3/4 devait faire 10 fois 60 mètres à 80% de sa vitesse max avec une récupération d'1 minute. C'était déjà de l'endurance de vitesse avant l'heure. Donc c'est quand même des choses qui existaient. Alors les gros avantages de la technologie, pour moi, c'est justement de l'intégrer. Mais en ayant des entraîneurs qui cautionnent, et si c'est dire j'ai des GPS, j'ai des data, là je parle de la prépa physique, mais en kiné, quand vous avez on avait les nouvelles données, quand il y a eu les débuts des échographies, quand vous avez des entraîneurs et qui sont devenus des entraîneurs de renom, parce qu'ils ont fait des gros progrès en com, parce que ils prennent tous des cours de com, il suffit d'avoir pour certains une belle lunette, avoir de la gouaille et qui te font jouer un joueur quand le mardi t'as une échographie qui révèle une lésion de 10 cm sur un mollet et qui impose aux autres joueurs de jouer le dimanche. C'est pas la peine d'avoir toutes ces nouvelles technologies si on leur fait pas confiance. Donc ça, c'est un tout qui doit s'intégrer dans un staff, et c'est pas forcément évident. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant? Ce que j'ai toujours aimé ce qui m'a plu dans le rugby, puisque je parle du rugby, c'est où j'ai passé le plus de temps, c'est quand même, et c'est pas pour cracher dans la soupe quand je suis sévère des fois, c'est qu'il y avait quand même cette relation humaine. Et hier soir, parce que j'étais invité sur Bourgoin, j'ai revu Alexandre Chazalet, Julien Frier, j'ai revu d'anciens joueurs, j'ai vu T. Houseboard que j'ai côtoyé à Castres et qui est maintenant entraîneur. C'était quand même la relation humaine. Et pour moi, les plus belles années, c'est quand même les années 95-2000, où on a commencé à essayer de les amener vers la performance, que j'appelle vers le haut niveau, tout en gardant une certaine convivialité. Alors, évidemment que maintenant c'est différent, mais dans la mesure où le rugby est passé, moi ce que je pense personnellement, c'est que le rugby, on a fait passer le rugby de la case pour loisir un petit peu au stade professionnel. On a sauté cette case performance en imposant d'avoir des garçons qui soient vraiment des sportifs de haut niveau. Parce que dans un club, on peut pas avoir
14 clubs de top 14, 20 clubs de Pro D2. On peut pas avoir plus de 2000 joueurs qui sont dans le haut niveau. C'est pas du haut niveau. C'est du professionnalisme. Et il y a une grosse différence entre le professionnalisme et le sport de haut niveau. Moi, personnellement, actuellement, j'ai des golfeurs. J'ai un golfeur actuellement qui marche très bien, Hugo Cousseau, qui a été pendant 2 ans dans les 20 meilleurs français et qui gagnait même pas à peine l'équivalent d'un SMIG. Et qui fait les efforts qu'il faut. C'est un garçon qui est capable de faire 150 en squat, qui fait plus de 100 kilos en couché, qui en tirage d'eau fait plus de 80 kilos, 90 kilos son poids de corps. Là, on est dans le haut niveau. Quand on est capable de faire des performances comme ça, bon, là, il s'avère qu'on est véritablement dans le haut niveau. Mais mon passage à Toulouse m'a révélé que en 2017, moi, ça faisait 7 ans, que j'étais à Tarbes, et pendant 7 ans, j'avais l'impression que j'allais voir quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai été très déçu, non pas par la mentalité des joueurs, parce que les joueurs sont toujours relativement sympas, mais par l'incompétence des staffs. Et surtout, c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir. C'est plus facile de faire virer un entraîneur ou un quoi. Donc on se retrouve dans un système où tout le monde se protège. Ça veut dire que vous avez des kinés incompétents qui vous regardent à 100 mètres et qui vous disent non, celui-là tu l'as fait courir trop vite, son genou il avait un latéral interne, alors que le joueur avec une intention c'est de se protéger, se garer en club comme on dit pour pouvoir aller en équipe de France. Vous en avez un autre qui refuse de mettre le GPS parce qu'il veut pas qu'on sache qu'il a fait. On tolère ces choses-là. Vous avez des médecins qui confondent une légère contusion de l'épaule avec soi-disant une disjonction acromie au stade 2, ça fait rigoler. Donc, à un moment ou un autre, il y a un système de non-professionnalisme qui est uniquement conditionné par ce manque d'exigence individuelle de chaque joueur. Donc, individuellement, ils sont adorables, mais vous les mettez dans un contexte et ils acceptent pas forcément les doses de travail qui sont nécessaires pour le haut niveau. Et par exemple, en France, on se plaint toujours qu'on a un calendrier démentiel. Mais si en France, on mettait 3 mois de préparation, 1 mois de coupure et 3 mois de préparation à nos joueurs, ça aurait fait un tollé général. Les anglo-saxons l'acceptent. Moi, tout le monde dit que j'avais une préférence pour les Sud-Africains. Les Sud-Africains, quand ils arrivent en France, ils sont prêts physiquement. Et ça vient aussi d'un problème à l'école. Il y a un problème culturel. En France, on n'a jamais eu une véritable politique de sportive à l'école. Donc, c'est quelque chose qui est véhiculé après, qui est véhiculé aussi par certains éducateurs. Toujours à Toulouse, j'ai rencontré un prépa qui s'occupait des jeunes et qui calquait son système de travail sur celui des pros. C'est complètement impossible et incroyable dans la mesure où, de toute façon, il faudrait faire une phase de développement. Et est-ce qu'on a besoin, à 16 ans, de faire des stages d'intégration, d'emmener les gamins faire un stage à je ne sais trop où, pour faire 1 ou 2 bringues le soir? On a le temps pour tout ça. Ça, ils le feront tout seuls. Donc ça, c'est dans ce sens-là où je pense que avant d'utiliser toutes ces nouvelles technologies, il y a un travail qui doit être fait qui est énorme au niveau des 13-16 ans, je dirais. Allez, 13-16 ans, parce qu'avant 16 ans, c'est difficile de mettre des charges très lourdes en musculation. Mais si les enfants sont prêts techniquement, après ça, en 2 ans, tout est rattrapé. Pour moi, on arrive à en faire un sportif. Et donc, tu penses que pour atteindre le haut niveau, pour qu'un athlète individuel ou même un athlète qui fasse des sports co, pour qu'il atteigne le niveau, il faudrait mettre des moyens entre 13 et 16 ans pour le développer. Bien sûr. Ça, pour moi, c'est la base, et j'en discutais l'autre jour, parce que je suis resté en très bon terme avec Pierre-Yves Lerevol, le président de CAS, qui arrive à garder son club dans l'élite avec des moyens qui sont bien plus faibles que certains clubs. C'est une des priorités. Pierre-Henri Broncan en était conscient aussi. On ne peut pas... Il y a des clubs qui ne pourront pas recruter que des très bons joueurs, mais je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant de former des jeunes et de les amener au très haut niveau. Mais pour les amener au très haut niveau, évidemment, ça demande un gros travail. Alors en rugby, c'est plus compliqué, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est des décathloniens, donc il faut développer la filière aérobie, faut développer la muscule, un golfeur, c'est facile. Moi, quand j'ai un golfeur qui vient me voir, je lui dis, si t'es sérieux, en 2 ans, tu seras prêt pour le très haut niveau. Tu seras capable de faire 200% de ton poids de corps en squat, tu seras capable de faire 120% en couché et 100% en tirage d'eau. Si t'es fort dans ces domaines-là, tu pourras supporter
4 jours de compétition à haut niveau, 3 semaines de suite, plus les voyages, bon, tout ça. Mais c'est un sport qui est à ce niveau-là, au niveau physique, est plus facile quand même à développer, parce qu'il n'y a pas la filière aérobie. Mais c'est un sport où l'endurance musculaire est primordiale. On se rend pas compte, mais à un très haut niveau, pour avoir été à Valderrama, une des plus grosses compétitions, j'ai vu les golfeurs faire des séances de musculation impressionnantes en période de tournoi. Donc, je pense que de toute façon, le développement chez les jeunes, c'est primordial. Et en France, on s'y prend toujours trop tard. On dit toujours, ils sont jeunes, ils ont le temps. Non, quand j'entends des clubs de rugby qu'on parle d'un joueur de 20 ou 21 ans, qu'on dit, il est jeune, non, il est pas jeune. Il est déjà en retard, c'est tout. Et est-ce que tu connais, alors peut-être d'autres pays ou d'autres sports dans lesquels ce développement chez les jeunes, il est ancré, on va dire, dans la culture? Ah ben, bien sûr. Déjà, regarde en Italie, pour avoir vécu en Italie, t'es à l'école le matin. L'après-midi, tous les gamins faisaient du sport. Il y a beaucoup de pays où les gamins font du sport l'après-midi. Je me suis occupé de tennisman. En France, quand on détectait un jeune tennisman, à l'époque, c'était dans les années 87, quand j'ai commencé dans le tennis, j'en avais quelques-uns, il y avait pas de test physique. Il y a des gamins qui seront jamais faits pour un sport de petit terrain au niveau de la acuité visuelle, travail d'appui et tout. Il y a des gamins qui sont faits pour des sports de grand terrain ou quoi que ce soit. Non, on disait celui-là il a tel classement, il est 15 ans à tel âge, donc alors que non. S'il est 15 mais qu'il avait pris des cours depuis qu'il est gamin et tout, au lieu d'aller détecter parce qu'il y a des sports quand même où on pourra jamais faire du haut niveau, ce que j'appelle, alors là, pas la performance individuelle, mais du très haut niveau comme les Jeux Olympiques ou quoi que ce soit, si t'as pas les qualités physiques pour. Si tu veux être, si t'as pas du tout de qualité de vitesse, tu peux pas espérer par exemple jouer au foot, d'être très performant. Bon, au foot c'est presque impossible, au rugby encore quelques postes, mais si tu pourras jamais jouer un 3/4 si t'es pas capable d'avoir une pointe de vitesse à 36 km/h, ce qui sont les données GPS qu'on retrouve le plus souvent et qui correspondent à 10 au 100 mètres. Mais ça veut pas dire que le gars vaut 10 au 100 mètres. Il peut il peut aller à 36 km sur 7-8 mètres, mais de là, parce que d'être très rapide, je reviens à l'exemple de, par exemple, Seb Chabal qui était capable d'être sur 20 mètres de battre des ailiers, mais après, à 30, 40, 50, tout le monde s'effrite, là. Après, il y a plus rien. Donc, c'est pas parce qu'on aura tout bien fait qu'on se fera un sportif de haut niveau. Mais on aura toutes les chances. Voilà. Mais au moins, on se met toutes les chances de son côté. Et sport d'équipe versus sport individuel, justement, comment l'athlète se situe dans l'un et comment il peut se situer dans l'autre? La grosse différence, c'est que pratiquement dans tous les sports individuels, tu travailles quand t'es à maturité, tu bosses dur pour gagner ta vie. Je le vois avec les golfeurs ou les tennisman. Si t'es pas dans les 30 meilleurs français, tu gagnes pas ta vie au tennis. Donc, de toute façon, quand tu veux gagner ta vie, ça veut dire qu'il faut que tu sois hyper rigoureux sur tout. Diététique, entraînement, tout. Alors que, en sport co, ils sont payés pour jouer. Donc, une fois qu'ils sont payés, ils ont des contrats de 2, 3 ans ou à longue durée. Après, la motivation elle est plus forcément la même. Le gars, qui par exemple pourra pas jouer en équipe de France, qui a plus d'objectifs, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il fait une gestion de carrière. Ça veut dire que il faut que sa carrière dure le plus longtemps possible. Et sa carrière, s'il peut la faire durer 10 ans, c'est magnifique. Il y a très peu de sportifs qui ne sont pas rémunérés, et puis en plus parce que ça devient dur, qui acceptent de jouer de faire du sport de haut niveau jusqu'à 35, 37 ans. Alors que tu vois de plus en plus de joueurs, par exemple en foot, oui, puis même en rugby, et qui vont aller finir en fédéral 1 pour continuer à prendre de l'argent avec tous les risques qu'il y a, parce que le problème du rugby, c'est qu'il y a quand même des risques sur la santé, sur tout ce qui est choc, qui font que ça devient dangereux, puis on vieillit quand même. Mais c'est quand même, donc c'est pas la motivation de la performance. Là, c'est je dirais entre guillemets, l'appât du gain, ou continuer à gagner sa vie dans son sport. Et t'en as déjà un peu parlé, mais la différence entre haut niveau et sport professionnel. Pour moi, la grosse, c'est ce que là, je l'ai dit peut-être vite fait. Ouais. Le très haut niveau, c'est le gars qui met tout de son côté. Par exemple, j'en ai connu en rugby, un garçon comme Steph Glas. Il était tellement prêt et il bossait. J'ai jamais vu aussi rigoureux. Mais la grosse différence, c'est que c'est dans les sports individuels où ils mettent tous de leur côté, parce qu'ils savent que s'ils font un 10e de moins,
ou 2, selon les disciplines, ils seront plus performants. Alors que dans le milieu professionnel, dans le rugby par exemple professionnel, il y a beaucoup de joueurs qui entre guillemets, qui se planquent un peu, qui comptent sur les autres et tout, et ils ont pas forcément individuellement la même exigence. Et il faut pas se leurrer. Si un staff leur demande cette exigence-là, il a beaucoup de chances de pas finir la saison. Je vois, le message passe plus, parce qu'à un moment ou un autre, et puis c'est quand même, un président ne va jamais se séparer de son équipe, ou de 10 joueurs de son équipe, on change le manager. Ça, c'est la grosse différence entre un sport individuel où, quand on sait que, je crois que c'est les trois quarts des athlètes qui participent au jeu touchent un SMIG. Et quand tu vois les salaires du foot, du rugby, t'as compris la différence. Bon, ils sont médiatisés, c'est des sports qui plaisent, tant mieux. Pourquoi le rugby ça plaît? Parce que ça correspond à tout être humain, hein, le côté fête, le côté convivial, troisième mi-temps. Bon, mais c'est vrai que c'est super. En plus, c'est un sport qui est agréable à regarder, mais on est à ce niveau-là, on n'est pas dans la rigueur du très haut niveau. Et est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent? Dans la mesure où moi, j'ai commencé la prépa physique, il n'y avait pas grand-chose. C'est sûr qu'un garçon comme Michel Pradé, son bouquin que tout le monde connaît sur la prépa physique, m'a inspiré. Après, j'ai rencontré Camille Guimard, qui était un prof de gym, qui était axé natation, et quand il a vu que j'avais à l'époque des qualités peut-être pour courir, s'est mis à potasser et m'a préparé. C'est lui qui m'a tout appris pratiquement dans la technique de cours, dans toutes ces choses-là. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Par exemple, autant je suis assez sévère sur ce que j'ai vécu au Stade Toulousain, j'ai pas pris un plaisir énorme avec l'encadrement, parce que j'ai rencontré plus de gens qui acceptent d'avaler des couleuvres pour être poli avec les joueurs. Mais j'ai été ravi de rencontrer un garçon comme Simon, comme Barbé Belou et Saad Drissi, qui m'ont initié à ces nouvelles technologies et qui sont des gens qui veulent avancer, mais à qui on va mettre des bâtons dans les roues, parce que les joueurs qui veulent pas forcément avancer, et puis l'encadrement, où t'as toujours quelques personnes qui sont plus souvent incompétentes, qui se mettent les joueurs dans la poche, et où t'as des coquins, t'as des kinés. Moi, j'ai un kiné qui a fait un sketch à un joueur parce que je lui avais mis un GPS et qui voulait pas le faire jouer ce week-end-là, soi-disant qu'il devait rester en endurance jusqu'au vendredi pour postuler la semaine suivante, alors que le mercredi, je lui avais mis un GPS, et au bout d'1h15 d'entraînement, il m'avait fait plusieurs pointes à 36 km/h. Donc c'est là qu'on voit l'utilité, par exemple, si j'avais pas eu le GPS pour prouver qu'il était capable d'être à 36 km/h, c'était ridicule. Bon, après, des mentors, il y en a eu d'autres. J'ai démarré à Bourgoin-Jallieu avec un garçon qui s'appelait Daniel Janin, moi j'avais déjà fait de la prépa physique dans d'autres sports, mais dans le rugby pur, je n'en avais pas fait. C'est avec lui que j'ai commencé, et il m'a permis d'accélérer ce que moi je pensais. Mais de toute façon, la prépa physique dans n'importe quel sport, c'est relativement facile. Une fois qu'on a toutes les données, il suffit de s'intéresser. Et un prépa physique peut être très bon aussi bien, je pense, dans tous les sports, à partir du moment où il a les connaissances. Et maintenant, justement, et d'autant plus avec ces nouvelles technologies qui nous facilitent le travail. Qui nous aident. Voilà. Donc il faut savoir bien les utiliser sans que ça prenne le pas sur le reste. Bien les utiliser et pas se cacher que derrière ces nouvelles technologies, quoi. Et est-ce que tu as des livres, on va dire, que tu lis ou qui sur la performance ou autre chose? Non, j'ai lu à l'époque, quand j'ai débuté, tout ce qui a pu être écrit sur la musculation, sur les filières lactiques, à l'époque, puisque j'avais dû lire tout ce qui pouvait exister. Et maintenant je suis plus, parce que déjà j'ai terminé ma carrière, donc et aussi parce que je suis quand même encore persuadé qu'on peut réussir même à gérer, par exemple, une équipe de très haut niveau sans avoir toutes ces nouvelles technologies. Et puis, qu'on le veuille ou non, autant le cerveau humain, on a encore beaucoup de progrès. Sur tout ce qui est prépa physique, je pense que 95%, pour pas dire 99%, a déjà été découvert. Il y a qu'à voir. Pour une discipline qui m'intéresse, si tu cherches qui a le record d'Europe du 400 mètres,
Qui c'est Thomas Schoenleber. C'était en 1987. Donc entre 87 et 2023, il n'y a pas eu. Alors on va me dire, il était allemand de l'Est, il était peut-être dopé, oui, mais enfin partout. Il y a du dopage partout. Dans le rugby, il y en a également. Il y a du dopage partout. Donc ça, on écarte cette filière-là. Et donc les records du monde maintenant vont plus être battus systématiquement. T'as l'extraterrestre, t'as Usain Bolt, t'as l'extraterrestre qui va sortir, qui va faire que t'as un record du monde. Mais tous les records du monde actuels où ça va vite, où il y a des progrès, c'est lié à quoi? Les matériaux, les chaussures, les perches qui ont les combinaisons en natation qui ont été interdites, les nouvelles chaussures, les pointes, donc c'est cette technologie-là. Mais l'être humain, il n'y a pas, mis à part qu'ils grandissent, les nouvelles générations sont de plus en plus grands, mais il y a pas grand-chose. Et ce qui fait que des records du monde vont être battus, par exemple, c'est tous les 20 ans, 30 ans dans une discipline, t'as un extraterrestre, t'as un type qui a des qualités hors normes, Usain Bolt, faire ce qu'il a fait sur 100 mètres et que le gabarit qu'il a, alors qu'on sait très bien que sur les 10-15 premiers mètres, sa mise en action, elle était beaucoup plus délicate que pour un petit. Ça, c'est ouf. Et donc, si c'était à refaire, est-ce que tu t'intéresserais peut-être moins au développement physique et plus au développement mental, ou pas forcément? C'est-à-dire au développement mental. Tu nous dis que tu penses qu'on va dire 95-99% du développement physique a déjà été découvert et qu'on sait comment faire, etc. Est-ce que toi, personnellement, t'aurais aimé travailler encore plus sur le développement mental que sur le développement physique? C'est certain d'expliquer aux jeunes que pour réussir au haut niveau, je leur dis tout le temps, maintenant je vais parler du golf puisque je m'occupe de golfeurs, dont plus d'une dizaine de golfeurs professionnels, je leur explique que de toute façon, le haut niveau, c'est réservé à une élite. Réussir médecine, de grandes études, il y a quand même beaucoup de monde qui peut le faire. Être champion olympique, gagner un majeur au golf, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le faire. C'est vraiment réservé. Et cette élite, c'est un sacerdoce. Les jeunes doivent être préparés, qu'on doit leur expliquer et pas leur mentir. Mais faire de façon, je dirais, positive. Ça veut dire qu'il faut pas en faire des petits champions avant l'heure. C'est pas à 13 ans qu'il faut leur parler de haut niveau. Mais leur apprendre à être coordonnés, à développer les filières qui vont les intéresser dans leurs différents sports. Ça, c'est intéressant. Mais tout en conservant un côté jeu au moins jusqu'à 16 ans. Je pense qu'avant 16 ans, il faut les préparer au haut niveau, leur expliquer pourquoi ils font ça et tout ça, mais après le véritable développement il intervient après, mais il faut qu'ils soient prêts dans la tête pour savoir tous les sacrifices que ça engendre, et il faut pas tomber maintenant je vois dès qu'il y a un peu d'argent tout le monde se grève, je vois dans le golf ça devient infernal, le gamin s'il a pas l'entraîneur de golf, le biomécanicien presque, le prépa physique, le kiné, l'ostéo, le nutritionniste, tout ça, on s'en sort pas. Donc le gamin, une fois qu'il a vu tout le monde dans la semaine, il n'a pas le temps de s'entraîner. Il y a quand même des choses à respecter, mais c'est sûr que de formater pour le haut niveau, il faut commencer à le faire très tôt. C'est ce qui se passe en gymnastique. T'as des sports où si tu commences pas à l'INSEP, quand j'étais à l'INSEP, les gamines et les gamins, ils venaient manger à 21h au lieu de 19h, 20h les autres, parce qu'ils avaient des journées, parce que ça demandait 4 heures d'entraînement. Bon, ça pour moi c'est un peu excessif, mais hélas pour réussir au très haut niveau, ça passe par là. Et comment chez des jeunes tu peux les sensibiliser aux sacrifices qu'il faut faire pour le haut niveau, et tout en gardant cet aspect jeu ludique? Déjà, je pense que, et ça c'est pas ma partie, mais c'est le rôle peut-être des psychologues ou des psychologues du sport ou prépa mentaux, si c'est pas des charlatans, parce que là maintenant on est gâtés. Mais ce serait de leur inculquer et de leur faire voir les sacrifices que ça engendre. Et très vite, on va détecter s'ils sont capables de le faire ou pas le faire. Pas s'ils sont prêts. Si dans leur tête, ils vont être capables de le faire. On le voit, un gamin qui a envie. Moi, par exemple, j'ai une gamine que j'ai pris il y a 2 ans. Elle avait 13 ans. Elle est golfeuse. Elle m'a jamais raté une séance. Elle a jamais eu une excuse pour ne pas venir, la petite Louise Karadziec, jamais elle ne ratera une séance. Il y a des gamins qui ne ratent pas les séances. J'ai le petit Nathan Tré, c'est des gamins qui sont formatés pour. Ils commencent le matin, toute la journée. Alors après, le risque, c'est
moi, par exemple, je suis contre la déscolarisation parce que je pense qu'il reste quand même, mais c'est d'arriver à adapter. Et en France, on n'a pas cette faculté à adapter les études et à aménager suffisamment les études pour orchestrer au maximum cette vie de sportif de haut niveau et cette construction et puis d'avoir au moins son bac, quoi, quand même, d'arriver à finir des études pour avoir une porte de sortie, parce que même en mettant tout de son côté, en étant doué, il y a des sports on n'est pas sûr de réussir, et si on réussit pas, on n'a pas d'arrière assuré. Un footballeur, on n'en parle pas, ils ont pas de gros soucis derrière. Les rugbyman, ça commence. Si tu fais 10 ans de rugby à un haut niveau, si t'es pas trop bête, t'as quand même mis de quoi assurer ta reconversion. Donc, tandis qu'il y a des sports, tu fais des sacrifices pendant 10 ans, et puis au bout de 10 ans, de te dire, je suis passé à côté. Alors là, après, il faut le gérer aussi dans la vie. L'aigreur qu'on peut avoir, d'être passé à côté, et des fois pour pas grand chose, tout ça doit être structuré. Quand on parlait du rugby, moi je me rappelle on a structuré à Bourgoin à l'époque, dans les années 98, moi il y avait les entraîneurs évidemment, et j'avais demandé, on est arrivé à faire une structure médicale avec Bernard Dufour, un médecin généraliste qui était disponible 24 heures sur 24, Brigitte Chapeau, un médecin du sport qui prenait les joueurs quand on voulait, Daniel Noyer, un chirurgien qui était hors pair, Guillot, un radiologue. Le joueur se blessait le dimanche, le lundi, il avait vu tout le monde. C'était une structure, qui était pour moi aussi performante que ce que je peux voir maintenant. Parce que maintenant, on multiplie un peu le nombre de personnes dans un staff. C'est un peu une façon souvent d'anciens joueurs, tout le monde continue à pouvoir vivre il y a peut-être une petite démesure pour moi. Top. Robert, si les gens veulent te contacter, comment on peut faire? Moi c'est très simple, de toute façon tout ce qui est réseaux sociaux, je suis aux abonnés absents. Alors tu peux donner mon numéro de portable et puis mon adresse mail, et s'il y a des gens qui ont envie de me contacter ou qui se sont reconnus et ce sera avec plaisir que je répondrai. C'est quoi ton adresse mail? Robert.froissart en minuscule avec un T, Froissart, 40@gmail.com. Top, parfait. Robert. Et le numéro de téléphone, si tu veux, vas-y. Tu peux 06 42 93 75 46. Et pas de réseaux sociaux. Voilà. Top. Merci beaucoup, Robert. De rien. C'était un plaisir de parler encore d'une passion et qui m'anime toujours. Ouais, c'est clair. Merci à toi. À très bientôt. J'espère. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.